Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée. Vous le voyez au quotidien, le coaching est un peu mis à toutes les sauces. On est coaché pour maigrir, pour trouver un appartement, pour éduquer ses enfants, pour changer de look. Mais le rôle du coach, le rôle du vrai coach est bien au-dessus de tout cela. Et nous allons voir tout de suite ce que fait un coach dans la vie, à quoi ça sert. Et vous allez voir qui vous est utile pour passer un cap professionnel. Et nous allons voir ça avec Yves Richer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé du cabinet Success Communication et Leadership et vous êtes aussi coach. Vous allez pouvoir tout nous dire sur cette profession. Est-ce qu'elle peut apporter à un salarié, à un créateur d'entreprise ou à une personne demandeur d'emploi? D'abord, c'est quoi un coach? C'est tout simple comme question, mais c'est important. Un coach est une personne. C'est déjà ça. Ça me semble déjà... Non, parce que certains disent que c'est un outil, donc c'est une personne avant tout, et qui a une vocation, me semble-t-il, simple, qui est d'accompagner un individu pendant un temps donné, et voire dans un espace donné. C'est avant tout ça. Ensuite, l'intention du coaching, me semble-t-il, c'est de contribuer à réduire l'espace qui est entre l'intention, l'objectif de la personne et ses potentiels. Voilà, ça me semble important de travailler sur le champ de la potentialité et des compétences de l'individu. Et le coach, me semble-t-il, il va travailler sur cette réduction d'écart pour que la personne passe ce cap, à la fois spatial et temporel. Dans le temps, 1 an, 2 ans, 6 mois. Donc très concrètement, c'est un accompagnateur à un moment donné d'une vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et où il y a un cap à passer important. Important, je ne sais pas, c'est parfois simplement ça peut être un sportif qui veut devenir champion du monde. Voilà, c'est son objectif, ou champion de France. Ça peut être quelqu'un qui veut créer son entreprise. Je ne sais pas si le cap est important. Le terme déjà important qualifie la situation. Ça va être simplement une envie. Voilà. Avec qui vous travaillez exactement? Quels sont les profils qui peuvent être coachés? Est-ce que tout le monde est réceptif? Je pense un peu à l'hypnose. Pas tout le monde peut accepter l'hypnose. Est-ce que c'est pareil dans le coaching? D'abord, l'hypnose est une méthode. Ça me semble important. Je pense qu'il est important de bien distinguer la méthode et la posture. Pour ma part, en tant que méthode, je n'utilise pas. J'utilise autre chose. Mais je ne sais pas si tout le monde est réceptif. Est réceptif celui qui le demande. Celui qui ne demande rien n'a pas besoin d'être réceptif dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche volontaire de le faire, qu'on ne peut pas nous imposer un coaching. Par exemple, un patron qui dirait à son salarié « tu n'es pas assez performant, je vais te mettre sous coaching ». Qu'est-ce que vous pensez de cette injonction-là? D'abord, il faudra discuter avec le patron, c'est qu'est-ce qui lui fait penser que l'autre n'a pas, d'abord, me semble-t-il. Ensuite, je pense qu'il faut aussi être attentif au fait que tout est coaching. Il existe le conseil, il existe le consulting, il existe la formation, il existe la psychothérapie, il existe le mentorat. Il existe quand même énormément de formes d'accompagnement. Et je me suis toujours interrogé de ce qui fait qu'en moins de 15 ans, tout devait être du coaching. Or, pas du tout. Il existe énormément de situations. Si ce patron pense ça, avant d'aller voir du coaching, on va peut-être voir de quoi a besoin à la fois l'entreprise, le patron et cette personne. Vous voyez ? Alors, à quel moment, justement, un coach intervient dans une société? Est-ce que c'est pendant une crise, pendant que des cadres vont prendre une prise de poste qui sera supérieure? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est pour une promotion? À quel moment vous intervenez? Bonne question. Ou c'est tout ça à la fois? Oui, je veux dire, le meilleur moment, c'est déjà en amont de ça. En tant que Yves, je préfère être en amont que d'être au moment où ça ne va pas bien, où on est face à la situation. Ça veut dire qu'il faut à la fois gérer la situation au regard de la personne et anticiper les choses. C'est-à-dire que le coaching est préventif? Je sais pas, préventif ramène à la notion médicale. Là. Je veux dire, il est anticipatif. Ça me semble plus pertinent, au sens que le coach à la base, c'est un individu dont la compétence est d'observer dans l'environnement les facteurs porteurs et de faire en sorte que la personne puisse s'y glisser le plus confortablement possible. C'est-à-dire que, pour ma part, je n'adhère pas à l'idée de dire que le coach a tout en lui. D'abord, c'est pas vrai. C'est assez important de l'appréhender. Par contre, il peut être en capacité de retrouver autour de lui tout ce dont il a besoin, ce qui est une nuance importante en tant que telle. Et ce qui permet aussi, finalement, à la personne de ne pas se mettre la pression. Parce que si vous dites à quelqu'un qu'il a tout en lui et qu'il n'y arrive pas, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il en fait de ça? Vous voyez? Donc, c'est la situation qui va conditionner la posture de coach, la posture de mentor, la posture de conseil ou la posture de formateur. Et au regard de cela, eh bien, on va définir ce qu'on appelle une stratégie. Et la stratégie étant quoi? C'est comment effectivement je m'appuie sur l'ensemble des facteurs que j'ai autour de moi, des potentiels que la situation me propose pour m'y appuyer.
Voilà, ça c'est le travail, me semble-t-il, du coach. Très concrètement, si on prend par exemple un conflit avec sa direction, un cadre a un conflit avec son dirigeant d'entreprise, quelles sont vos techniques sur place pour faire que tout s'arrange? Je vais être provocateur, c'est pas le rôle du coach. Enfin, moi, je m'occupe pas de ça. Vous voyez, je veux dire, je suis pas là pour gérer des conflits avec une direction. Alors vous êtes là pourquoi justement? Donnez-nous des exemples précis de ce sur quoi vous intervenez. Je travaille par exemple sur le travail d'équipe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne entre elles? C'est-à-dire que s'il y a conflit, d'abord le conflit est une conséquence. Donc je ne vais pas traiter le conflit éventuellement. On va plutôt mettre les conditions favorables pour que jamais il y ait conflit. Enfin, quand je dis jamais, c'est qu'on n'arrive jamais au stade du conflit. Où est-ce que, en tant que je travaille? Je travaille sur les projets d'équipe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne entre elles? Quels sont ses rituels? Quelles sont ses valeurs? Quel est son projet? Quelle est son intention? Quel est le potentiel de l'équipe et quel est le potentiel de chaque individu? Ça, c'est un travail. Donc c'est une collaboration, c'est une coopération entre une direction et ses équipes. Voilà sur quoi je travaille. Je travaille sur le principe du projet. Et ça veut dire qu'ils ont tous un projet commun. S'il y a conflit, j'ai envie de dire, enfin, moi, je n'y vais pas. D'abord, c'est pas que j'en ai pas les compétences, mais c'est pas mon rôle. Est-ce que le coach peut intervenir dans la vie personnelle aussi? Par exemple, lors d'un divorce, si une personne a une maîtresse ou un amant? Là encore, je me pose la question de qu'est-ce qui fait penser que c'est le coach. Revenons 20 ans en arrière, la question ne se posait pas. Il y avait des avocats pour ça, il y avait des psychologues pour ça, il y avait des sexologues pour ça. Et il existe un grand nombre de postures qui s'en occupent. Moi, je m'interroge, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le coach répond à tout ça? La question serait provocatrice. Qu'est-ce que n'ont pas réussi à faire les autres postures pour qu'aujourd'hui, seul le coaching serait une posture capable de faire de tout ça? Est-ce que vous avez une réponse? J'en ai pas. Personne n'en a. Je ne sais pas si personne n'en a, mais avoir une réponse, c'est déjà faire un biais. Et ça passe par le travail de l'étude. Hein, voilà, en 18 minutes, ça semble difficile. Il y aurait une possible réponse, mais voilà. On y reviendra peut-être à un autre moment. Comment vous pouvez accompagner les demandeurs d'emploi, justement, pour leur faire retrouver une activité? Ça, c'est une bonne question. Lorsqu'il m'est arrivé de travailler avec des demandeurs d'emploi, d'abord, l'une des premières choses que je fais, c'est de détecter avec eux leur potentiel naturel. Ça, c'est important. C'est-à-dire leur capacité à être communicant, à être performant, créatif, c'est un peu ça? Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai travaillé avec une personne qui était en demande d'emploi, qui avait pourtant un bagage important. Elle était ingénieure, mais fondamentalement, elle voulait aller vers autre chose. Et j'avais sur mon bureau un petit jardin zen. Elle prend le râteau, elle suit parfaitement le sillon. Je fais court, hein. Et en fait, en faisant ça, j'ai pu détecter ce qu'on appelle une intelligence kinesthésique, hein, à ne pas confondre avec la kinesthésique de la programmation neurolinguistique, pour ceux qui sont un peu connaisseurs. C'est-à-dire une maîtrise du sens du mouvement. Cette simple détection a permis de travailler sur finalement son talent naturel sur le mouvement. Et 4 ans plus tard, aujourd'hui, elle est artisan sellier. Elle a été formée par le meilleur ouvrier de France, ancien de chez Hermès. Et d'ailleurs, elle sera au salon en décembre, au salon du Louvre. C'est le... Ouais, enfin, un salon professionnel. Un salon professionnel où elle va pouvoir exposer tout son travail. Voilà. C'est un cas très concret, c'est que retrouver du travail, je prends jamais la notion de retrouver. J'ai plutôt quel est le travail qui correspond le mieux à tes talents, à tes potentiels et aux compétences. Sachant qu'on peut très bien avoir une compétence sans y adhérer ou sans l'aimer. Voyez. On connaît la solitude, on parle toujours de la solitude légendaire du créateur et du dirigeant d'entreprise. Comment un coach peut rompre cet isolement? D'abord, je pense qu'il ne doit pas rompre l'isolement, il doit permettre à l'individu de faire la différence entre l'isolement et la solitude. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Isoler sous-entend l'idée que je suis contraint à l'isolement par rapport au regard des autres, à la situation, à la fonction. La solitude, c'est accepter l'idée d'être seul et de composer avec. Vous voyez, il y a une nuance importante entre les deux. Lorsque je travaille avec un cadre dirigeant, avec un dirigeant, un entrepreneur, la question n'est pas de rompre l'isolement ou sa solitude, c'est de comment il compose avec et comment il va recréer une espèce d'interaction avec le monde et avec les autres. Et parce que le problème, c'est qu'effectivement, pendant 2-3 ans, un dirigeant d'entreprise reste seul à la barre de plein de choses. Il doit gérer la communication, le financement, l'administratif. Donc comment vous pouvez faire qu'il passe ce cap avec succès? Il y a un principe fondamental dans l'entrepreneuriat, dans la direction, c'est qu'un entrepreneur, un dirigeant doit renoncer à quelque chose. C'est assez fondamental. Si l'entrepreneur, et c'est pas pour le coach, hein, c'est-à-dire qu'être coach, c'est renoncer à quelque chose. Lorsque vous prenez une telle posture, une telle fonction, c'est la question que je pose systématiquement, c'est à quoi es-tu prêt à renoncer?
Si tu n'es pas prêt à renoncer, la question c'est à combien estimes-tu le coût du non-renoncement? Enfin, la question est simple. C'est très philosophique tout ça. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que s'il doit s'occuper à la fois des finances, de la communication, de tout, il y a un principe de base qui est le temps. Il va donc avoir un emploi du temps extrêmement rempli. Et s'il s'occupe de choses pour lesquelles il n'est pas forcément expert ou naturellement efficace et bon, en centre de potentiel, il va donc se perdre. Donc l'important en tant que dirigeant, c'est qu'il ne se perde pas, c'est qu'il reste focalisé où son talent est le meilleur et qu'il délègue là où il est moins bon ou moins compétent à des gens plus compétents que lui. C'est extrêmement factuel en tant que tel. Combien ça coûte un coach? Le plus cher possible. Pour vous, bien sûr. Mais non. Ça peut, alors j'ai lu que ça pouvait aller de 80 à 500 euros de l'heure. D'abord, c'est une bonne question, je vais répondre. Hein. Je ne suis pas en train de biaiser. D'abord, il y a une différence entre, quand je dis emploi cher, ce n'est pas que de l'humour, c'est le coût ramène finalement à la notion de quel est le gain que la personne a. C'est-à-dire que ce qui fait qu'elle va accepter de payer un prix, c'est pas tant de la décomplexer, etc. Je n'adhère pas à ça. Elle paye un prix parce qu'elle accepte l'idée et elle adhère à l'idée que le temps, l'aptitude qu'elle gagne va lui faire gagner du temps et la faire monter très rapidement en compétences. Au regard de cela, je veux dire, c'est effectivement la valeur du coach et au-delà de ça, la valeur de l'actualisation en fait. Donc ça peut effectivement aller de 80, même parfois moins pour certaines personnes qui prennent 60 euros de l'heure. On parle hors taxe. Hein. Je parle en entreprise. Je pense que d'abord en entreprise, c'est rarement en dessous de 150 euros hors taxe. Et ça peut aller jusqu'à, semble-t-il, parfois jusqu'à 1000 euros. Mais quand ça arrive, ça, d'abord, ce sont sur des périodes très particulières, sur ce qu'on appelle des hauts enjeux. Et quand on dit hauts enjeux, ça veut dire derrière, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux de personnes. Il semble que la moyenne aujourd'hui soit, oui, pour un cadre soit aux alentours des 300 euros et pour un cadre supérieur, peut aller effectivement, semble-t-il, jusqu'à 500 euros. Est-ce que le coach finalement est pas fait pour des gens qui ne savent pas se prendre en main, tout simplement? J'espère que non. Je pense qu'un coach, fondamentalement, si le coach prend en main des gens qui ne savent pas prendre en main, c'est une perte de temps pour tous les deux. C'est pas le rôle. On appelle ça de l'éducation, d'accord, me semble-t-il. Donc ce n'est pas la vocation un coach de se prendre en main. Il n'est pas là pour faire, me semble-t-il aussi. Hein. Il est là pour faire faire ou faire prendre conscience? Il est là pour accompagner et pour rendre autonome. Et autonome, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire je suis conscient de ce que je sais faire quand je le fais, je suis capable de reproduire ce que je sais faire quand je le fais, et je suis capable potentiellement de l'enseigner. C'est ce qu'on appelle le principe de reproductibilité. Et je suis capable de produire du savoir à partir de mon expérience. Me semble-t-il, le coach travaille là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il va travailler. Donc, s'il doit prendre en main quelque chose, ça pose d'autres questions qui n'appartiennent pas au coaching. Alors comment faire pour savoir si un coach n'est pas un charlatan? Parce qu'il y en a qui sont reconnus, je crois même qu'il y a une fédération qui reconnaît des coachs sérieux, mais il y a aussi peut-être des gens qui se disent coach et qui n'en sont pas. Alors comment on fait? Moi je me méfie de ça. Alors effectivement, j'ai beau appartenir à une fédération internationale, donc ça n'engage que Yves en tant que ça. Hein, je pense que c'est l'intention qui compte. Le charlatanisme, c'est l'intention cachée. Vous pouvez très bien avoir tous les diplômes du monde et être un charlatan, parce que l'intention que vous posez sur l'action est cachée au regard de ce que vous allez faire. Alors comment on fait justement, si on veut bénéficier d'un coach, comment on décèle si c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions ou de mauvaises? D'abord, je pense que ça va demander de la part de l'individu un questionnement et une forme de discernement. Et c'est une question difficile que vous posez, et surtout en quelques instants de répondre. D'abord, je pense qu'un coach qui n'est pas un charlatan est quelqu'un d'apaisé. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver parce qu'il a fait le chemin, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui n'insiste pas, c'est quelqu'un qui n'a rien à vous vendre. D'ailleurs, je me méfie des coachs qui ont faim. C'est qu'un coach qui a faim, il a quelque chose à vendre. Un coach, à la base, n'a pas faim. C'est-à-dire qu'il n'est pas coach par orientation professionnelle ou parce qu'il ne sait plus quoi faire de sa vie. C'est parce qu'il a su faire de sa vie qu'il sait à son tour accompagner. Vous voyez, c'est une notion importante. Et il n'y a jamais de doute. Si le coaché a un doute à un moment donné ou se sent en difficulté avec le coach, il y a potentiellement interrogation. Non pas que le coach a une intention cachée, mais parce qu'il se passe quelque chose. Et le coach doit être incapable de détecter ça et de mettre la personne en sécurité. C'est-à-dire en sécurité entre les deux. Voilà. C'est déjà un bon départ, me semble-t-il. Alors, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier grand conseil à donner aux demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, cadres qui nous regardent pour bien profiter d'une expérience de coaching? D'abord, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à réussir?
En France en plus, parce que je suis pas toujours sûr que les gens soient prêts à réussir. Réussir, c'est renoncer à quelque chose, c'est être capable d'avancer dans une part d'inconnu, c'est prendre des risques, c'est accepter d'échouer, c'est ça. Donc avant de faire appel à un coach, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à aller là où vous voulez aller? Ça commence déjà par là. Et à faire les sacrifices qui s'imposent. Je ne sais pas si on parle de sacrifice, mais en tout cas, le renoncement n'est pas un sacrifice à la base. Mais voilà, est-ce que vous êtes prêt à gagner? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer? Et entre les deux, voilà, ce sera la négociation qu'on aura ensemble. Bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce rôle du coach. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans toutes vos aventures. Merci à vous également de nous suivre chaque jour. Et puis, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Nous, on reste là, on est là pour vous. À très bientôt.